Dans les débats autour de l'intelligence artificielle, beaucoup de temps est consacré à expliquer que l'IA n'existe pas, ou que l'IA n'est pas vraiment intelligente. Et je trouve problématique que les débats sur l'IA prennent cette tournure. C'est également l'avis de Lé de la chaîne Science for All, et on va en discuter dans ce podcast. Donc bonjour Lé. Alors dans les débats ou les conférences sur l'IA, très souvent beaucoup de temps est consacré à expliquer que l'IA n'existe pas, ou alors que l'IA n'est pas vraiment intelligente. Et selon toi, en quoi est-ce que c'est un problème ? Alors souvent le truc c'est que ces discussions autour de l'intelligence artificielle n'est pas intelligente prennent énormément de place dans le débat public et l'impression que c'est la priorité des chercheurs en intelligence artificielle ou en tout cas de beaucoup de gens qui communiquent autour de ces sujets que de expliquer que voilà, il reste une supériorité de l'humain sur la machine et c'est une question qui a peut-être un intérêt en tant que tel, mais ça me semble assez dommage de s'arrêter à ce genre de réflexion parce que il y a des endroits où clairement la machine est bien plus performante que l'humain. Si vous êtes pour traiter des millions de données, les machines font des calculs très très rapides, elles sont capables notamment avec des systèmes distribués, d'avoir des calculs extrêmement fiables pour tenir des comptes bancaires, par exemple. Aujourd'hui, le Bitcoin est beaucoup plus fiable que des humains qui essaient de gérer ça à la main, et beaucoup plus scalable, ce qu'on appelle scalable, c'est-à-dire se mettre beaucoup plus à l'échelle. Et donc clairement les machines ont une place importante à jouer dans notre économie, et surtout il y a un développement aujourd'hui de ces technologies qui est extrêmement rapide et qui fait que le monde est en train d'évoluer, de changer complètement, et ça pose à mon avis beaucoup de problèmes de comment est-ce qu'on organise la société, qu'est-ce qu'il faut faire dans telle ou telle situation, où est-ce qu'on peut exploiter le potentiel des intelligences artificielles, quels sont les cas où l'intelligence artificielle va vraiment ajouter quelque chose, quels sont les cas où elle a très peu de chances d'ajouter quelque chose, et surtout quelles sont les questions éthiques que cela pose. Est-ce que finalement, par exemple, une intelligence artificielle déployée pour maximiser le nombre de vues, ça pose des questions éthiques, et je pense que c'est urgent de s'adresser et de réfléchir à ces questions éthiques plutôt que perdre notre temps, j'ai envie de dire, en tout cas de passer énormément de temps à dire et à répéter que l'intelligence artificielle n'est pas intelligente. Alors, petite précision, quand les gens disent que l'IA n'est pas intelligente, il y a un certain nombre d'arguments derrière, avec lesquels on peut être plus ou moins d'accord. Et pour ceux que ça intéresse, on en dira un mot à la fin du podcast. Mais donc, qu'est-ce que tu aurais envie de dire aux gens qui pensent ça ? J'ai envie de dire, je suis pas là pour aller à l'encontre de ça. Ça me dérange absolument pas. Je suis pas un défenseur de l'intelligence artificielle ou des droits de l'intelligence artificielle. Ça me dérange absolument pas de dire que l'intelligence artificielle n'est pas intelligente, tout comme ça me dérange pas de dire l'inverse. Ce que j'ai envie de dire, c'est que c'est pas les questions importantes, je pense, d'aujourd'hui, les questions intéressantes et importantes. Les questions intéressantes, pour moi, c'est vraiment comment est-ce qu'on résout les problèmes qui sont posés en intelligence artificielle, qu'est-ce qu'un framework qui est un cadre idéal pour réfléchir à qu'est-ce qui peut être fait via le traitement de calcul, d'un point de vue vraiment théorique, on peut se poser plein de questions, il y a plein de théorèmes à prouver sur quelle est la quantité suffisante de données, quelles sont les propriétés des données qui vont permettre de garantir que dans tel ou tel cas l'apprentissage va bien se faire, ou dans tel autre cas il va y avoir des problèmes, comment adapter les structures des réseaux de neurones aux spécificités des données, par exemple. Voilà. Il y a plein de questions absolument fascinantes, et moi j'aimerais qu'on parle de ça parce que c'est vraiment des questions fascinantes. Après, il y a un autre truc, c'est le déploiement et les conséquences éthiques, notamment des intelligences artificielles, qui me semble aussi une question très importante, que je trouve également fascinante comme question. Les questions éthiques sont vraiment fascinantes. Je pense qu'il faut vraiment les aborder comme ça, parce qu'il y a un potentiel énorme, mais aussi des risques énormes, et bien penser tout ça, c'est subtil, mais c'est très stimulant intellectuellement, je trouve. Du coup, j'aurais tendance à encourager les gens à réfléchir à ça, plutôt que réfléchir à ce qu'est ou ce que fait l'intelligence artificielle. Enfin, est-ce que l'intelligence artificielle est intelligente ? Ça me paraît une question un peu trop vague et pas assez intéressante, surtout comparée aux autres questions vraiment intéressantes, qui sont vraiment les questions techniques et les questions un peu sociales sur le déploiement de ces intelligences artificielles et problèmes éthiques que ça pose. Et il y a peut-être aussi une sorte de confusion entre présent et futur. C'est-à-dire que on va expliquer que l'IA actuelle n'est pas intelligente, mais le message sous-jacent c'est bon, l'IA ne sera jamais vraiment intelligente, arrêtez de fantasmer. Ouais, je pense qu'il y a un danger aussi à dire à répéter un peu ce message que l'intelligence artificielle n'est pas intelligente,
qui vient du fait qu'on a tendance à avoir une vision à la fois figée de l'intelligence artificielle, mais aussi au singulier. On parle souvent de l'intelligence artificielle au singulier, alors qu'il y a vraiment plein de trucs qui se développent à gauche à droite et plein d'intelligence artificielle avec des objectifs différents, des fonctions différentes et des rôles différents. Et puis surtout, il y a les intelligences artificielles du futur qui vont sans doute avoir plein d'impact sur le monde d'une manière qui est difficile d'anticiper. Et moi, ce que j'aimerais, surtout sur les questions éthiques et les conséquences sociales des intelligences artificielles, c'est qu'on se prépare un peu à l'avenir. Et pour se préparer à l'avenir, il faut pas parler des intelligences artificielles d'aujourd'hui. Enfin, c'est utile pour essayer de se projeter à l'avenir. Mais vraiment, les intelligences artificielles les plus importantes, finalement, c'est celles du futur. Et sachant tout ce qu'on ne sait pas, qui est encore difficile à anticiper, c'est important d'avoir une vision assez ouverte et assez d'imaginer l'ensemble des possibles, et en particulier essayer d'anticiper les cas les plus problématiques qu'il pourrait y avoir dans le futur pour éviter les risques potentiels, parce que même un risque de 1% de trucs catastrophiques, ça reste quelque chose d'important à considérer, tout comme on attache beaucoup d'importance, et à raison je pense, au fait que les centrales nucléaires n'explosent pas, en tout cas s'il y avait une probabilité de 1% qu'une centrale nucléaire explose, ça serait une bonne raison de moins préparer le cas où ça pourrait exploser et de savoir ce qu'on fait dans ce genre de cas. Je pense qu'il y a un autre problème lié à ce genre de discours que je peux aussi que je comprends tout à fait, parce que c'est souvent en fait des gens assez proches du déploiement de ces technologies, parce que il y a beaucoup de startups qui disent utiliser l'intelligence artificielle et qui utilisent en fait des outils qui sont pas ultra sophistiqués, et c'est pas grave, hein. C'est pas parce que on a une solution simple à un problème que c'est mal. Au contraire, si c'est une solution simple, elle sera sans doute plus robuste. Donc il faut juste vérifier que le problème que ça résout, ça va vraiment le résoudre, quoi, ou des choses comme ça. Donc et donc il y a un petit peu pas mal de bullshit autour de l'intelligence artificielle et de ses capacités incroyables dans le monde des startups. En tout cas, c'est quelque chose qu'on me dit très très régulièrement. Et du coup, je comprends cette envie de dire arrêtez de survendre, de faire ce hype autour de l'intelligence artificielle. Mais d'un autre côté, dire que l'intelligence artificielle ce n'est pas intelligent, ça a tendance à donner l'impression que l'intelligence artificielle ne pose aucun problème et n'est pas intéressante. Et ça, je pense que c'est vraiment dommage d'avoir cette vision, parce que je pense que l'intelligence artificielle est quelque chose d'absolument fascinant. Il y a plein de subtilités et c'est difficile de résumer toute la sophistication derrière les théories d'intelligence artificielle à juste ce n'est pas intelligent. Il y a plein de choses fascinantes à dire. Voilà, j'ai fait une série de vidéos et elle est beaucoup plus longue que ce que j'avais prévu, parce qu'il y a juste beaucoup plus de choses à dire que ce que je pensais. Et je peux vous dire que je suis assez frustré qu'il n'y ait que 54 épisodes dans cette série, parce que j'aurais beaucoup plus de choses à dire. Et bon, Formule de Bayes, c'est un petit peu la continuité finalement de ces réflexions. Il y a énormément de choses fascinantes à dire. Donc j'aurais tendance plus à encourager les gens, à avoir des discours qui essaient d'encourager les gens à vouloir en savoir plus, plutôt qu'à juste leur dire elle est pas intelligente, c'est un truc bête et méchant, c'est un truc qui fait juste des calculs ou des corrélations. Non, c'est quand même beaucoup plus sophistiqué et beaucoup plus merveilleux que ça. Alors, t'as parlé de centrales nucléaires, mais dans le cas des centrales nucléaires, les gens ont plutôt bien intégré l'idée qu'il y avait un risque. Par contre, dans le cas de l'IA, c'est comme si on considérait que la position par défaut, c'est il n'y a pas de risque. Et que pour changer d'avis, il fallait un niveau de preuve très très élevé. Et le problème, c'est qu'on n'aura sans doute pas un niveau de preuve aussi élevé avant que les IA en question voient le jour. Mais là, il sera trop tard pour anticiper le risque et on sera devant le fait accompli. Ouais, je pense que par rapport à ça, à la perception du risque de l'intelligence artificielle, on a tendance à regarder beaucoup dans le passé. Je pense que c'est un réflexe assez récurrent, et beaucoup de présentations que je vois vont typiquement ressortir ce qui s'est passé dans les 50, 60, 70, 80, voire 90. Donc pendant très longtemps, en effet, ces intelligences artificielles n'ont pas fait grand-chose, mais c'est quelque chose qui a été prévu par Turing, en fait. Dans son papier de 1950, il anticipe très bien le fait que ça va prendre beaucoup de temps, et que qu'il va falloir faire du machine learning, et qu'il faut en fait juste des systèmes qui font beaucoup de calculs et qui ont des grandes capacités mémoire. Mais le danger à s'arrêter un petit peu à ces intelligences artificielles du passé, à se dire que le présent est comme le passé,
c'est ne pas anticiper en fait vraiment ce que disait Turing, c'est cette succession d'un très grand nombre d'étapes de calcul avec des grands espaces de stockage qui en plus aujourd'hui via internet, je sais pas à quel point Turing, je pense que Turing n'avait pas anticipé ça, mais via internet en plus et notamment des applications sur nos téléphones, en particulier les systèmes de recommandation YouTube et Facebook, ça a des effets instantanés sur des milliards de personnes et c'est des échelles assez énormes. Et il faut se dire que un changement de ces algorithmes peut avoir un effet global, un crash dans des gros algorithmes. Enfin, dans la finance, ça peut faire des situations où il y a beaucoup, des milliards en jeu, des milliers, voire des millions de personnes concernées. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle a eu un impact assez énorme. Et on est dans une situation avec notamment Internet, le déploiement, le fait qu'on ait tous un téléphone sur nous et qu'on est tous souvent sur nos téléphones, c'est une situation qui n'existait pas avant. On a une dépendance envers ces technologies de l'information et envers l'information en particulier, qui est vraiment critique dans beaucoup d'aspects de nos vies et de nos sociétés et de nos économies. Ce rôle de l'information est vraiment devenu primordial et du coup se référer aux années 70 ou 80 pour essayer d'anticiper ce qui va venir dans les années à venir, c'est assez problématique. Je pense qu'on est vraiment dans un monde qui avance vraiment vite et le futur est vraiment incertain. Donc a priori, le futur, j'aurais tendance à considérer qu'il est incertain plutôt qu'à essayer de partir d'un a priori sur lequel on sait que le futur X ou Y et on met du coup très peu de probabilité a priori sur un événement bizarre, comme par exemple l'émergence d'une IA de niveau humain. Alors, j'ai l'impression qu'une approche qui convainc mieux les gens, c'est d'oublier le mot intelligence artificielle, qui échauffe un peu les esprits, et de juste parler des algorithmes de recommandation. Donc, aujourd'hui, la plupart des gens sont d'accord pour dire que ces algorithmes de recommandation posent pas mal de problèmes. Donc, filter bubbles, radicalisation, vidéos anti-vaccins, addiction. Et ce qui est intéressant ici, c'est qu'on peut reprendre tout l'argumentaire de Nick Bostrom ou d'autres. Donc, une IA surhumaine qui chercherait à maximiser une variable à la con, comme le nombre de trombones dans l'univers par exemple, et qui aurait des conséquences catastrophiques au passage. Et donc, on peut reprendre cet argumentaire et l'appliquer au système de recommandation. Donc là, au lieu de chercher à maximiser le nombre de trombones dans l'univers, l'algorithme chercherait à maximiser l'addiction des utilisateurs. Et le fait de chercher à maximiser l'addiction a plein de conséquences négatives au passage. Donc c'est déjà un problème important en soi, et en plus c'est une porte d'entrée vers des réflexions sur les risques d'une IA de niveau humain. Donc qu'est-ce que tu en penses? Et donc il y a un excellent TED de un mec qui s'appelle Tristan Harris, qui est un ancien employé de Google ou YouTube ou Facebook, je sais plus. Je mettrai le lien dans la description. Et donc dans cette conférence TED, il explique en gros ce qu'il faisait lorsqu'il travaillait pour sa boîte. Mais c'est pareil un peu dans toutes ces boîtes apparemment, donc ça change pas grand-chose au propos. L'idée c'est que dans toutes ces boîtes et pas que ces boîtes en fait, dans le monde des startups sur du web souvent la monnaie d'échange c'est plus l'argent directement, c'est le nombre d'utilisateurs. Et ça vient d'un autre phénomène encore qui est ce qu'on appelle l'effet de réseau, qui est que dès qu'on grossit, on grossit beaucoup plus vite et du coup il faut grossir initialement et grossir ça passe par capter l'attention de pas mal de gens et du coup tous ces algorithmes qui sont utilisés, toutes ces manières de traiter l'information, parce que souvent c'est vraiment juste relayer l'information. Un réseau social c'est ça, c'est on prend l'information mise en ligne par quelqu'un et on la montre à quelqu'un d'autre. Donc c'est juste ces façons juste de relayer l'information, elles sont ensuite optimisées, on cherche à choisir comment, à qui relayer telle ou telle information pour un but, et ce but souvent c'est la maximisation de la rétention, que ça soit le nombre d'heures passées à regarder YouTube, le nombre de likes qu'on va mettre à des posts Facebook, le nombre de retweets qu'on va faire sur Twitter, et c'est vraiment ça l'engagement ou la rétention qui est maximisé par ces algorithmes. Et ce qui est aujourd'hui, tout le monde reconnaît que beaucoup de gens reconnaissent que c'est un problème, mais je trouve ça intéressant d'essayer de se replacer il y a 10 ans. Donc il y a 10 ans, en 2009, quelque chose comme ça. À une époque où tout ça augmentait, on est tous assez enthousiastes par rapport à tout ça.
Facebook était censé connecter le monde et tout ça, et on allait avoir un monde de bisounours et tout ça. Mais en fait, on s'est et à cette époque-là, si on se disait bon bah ce qu'on va faire, c'est on va essayer de proposer aux utilisateurs des contenus sur lesquels qui vont le voir, qui vont aimer, qui vont liker littéralement. On peut se dire qu'à cette époque-là, c'était une bonne idée quoi. On proposait aux utilisateurs ce qu'ils veulent quoi. Et pendant longtemps, ça semblait pas être dérangeant. Mais ce qui est assez important, je pense, à voir et intéressant en tout cas. Enfin intéressant, je sais pas si c'est le mot, mais en tout cas ce qui est assez fascinant d'une certaine manière, c'est le fait que cet objectif qui paraît finalement pas si déraisonnable. Après, c'est pas maximiser l'argent, parce que souvent quand on parle des grosses entreprises, les gens vont dire ils cherchent juste à maximiser l'argent. Là, c'est juste donner à l'utilisateur ce qu'il va aimer. Et on a envie de dire que ça, c'est un objectif au moins pas mauvais. Mais il se trouve qu'en fait, si c'est un objectif qu'on prend très au sérieux et on prend des milliards de décisions chaque jour par rapport avec cet objectif uniquement en tête, c'est ce qui se passe au niveau des algorithmes de recommandation. Ils ont vraiment cet objectif en tête. Et ben on se rend compte que ça conduit à des phénomènes, notamment les filter bubbles, l'addiction. Si on veut que les gens like, il faut les amener à être un petit peu addicts à la plateforme et au fait de liker. Donc la polarisation groupe pour que les gens like des trucs, il faut en psychologie on sait maintenant très bien qu'il suffit de leur montrer des choses qui vont dans le sens de leur conviction à cause notamment du raisonnement motivé. On se rend compte aussi que les informations énervantes, indignées sont beaucoup plus virales. Pourquoi ? Parce que on a un cerveau qui fait que, les humains ont un cerveau qui fait que on a tendance à vouloir retweeter et liker les trucs qui nous énervent un peu et qui disent des trucs vraiment dans notre sens et assez virulents. Et tout ça, ce sont vraiment des conséquences du fait qu'on a utilisé ces algorithmes, ces façons de traiter automatiquement l'information avec le but de maximiser les likes, la rétention, le fait que les gens aiment ou en tout cas veulent passer plus de temps sur les plateformes qu'on propose. Et aujourd'hui, je pense que beaucoup de gens s'accordent à dire que ça pose au moins de sérieux problèmes et que il est temps de mieux réfléchir à tout ça. Et c'est vraiment en fait de ces algorithmes, de ces façons de traiter l'information dont je pense qu'il est urgent de parler. Malheureusement, les discussions sur l'intelligence artificielle se focalisent trop peu souvent à mon goût sur ces vraies questions, ces questions vraiment intéressantes, vraiment importantes. Et on a tendance quand on parle d'intelligence artificielle, à associer ça souvent à de la robotique ou à des choses. Il y a des trucs assez intéressants du côté de la robotique, beaucoup de choses très fascinantes, mais on a tendance à associer ça un petit peu à un cliché que l'on a lié au film de science-fiction sans doute, et malheureusement à pas considérer les algorithmes très influents d'aujourd'hui. Mais du coup il y a un peu un dilemme, parce que si on parle d'IA, les gens vont commencer à dire plein de trucs un peu à côté de la plaque, mais si on parle pas d'IA, c'est pas vendeur et personne va écouter ce que t'as à dire. Clairement il y a une tension entre l'utilisation du mot intelligence artificielle pour faire putaclic, je veux dire ce qu'il y a, j'utilise le mot intelligence artificielle pour faire putaclic, et les conséquences un peu néfastes sur le fait que du coup ça va attirer l'attention sur les mauvais problèmes, et du coup on va s'attendre à ce que je parle de robots ou je sais pas trop quoi, alors qu'en fait ce qui m'intéresse beaucoup plus sont les IA les algorithmes les plus influents d'aujourd'hui. Et c'est un dilemme sur lequel il faut essayer de jongler quoi. Je pense que ça serait bien que le mot IA soit plus associé au problème de système de recommandation, parce que l'alternative ça serait de ne pas utiliser le mot intelligence artificielle du tout, et ça va pas attirer l'attention de beaucoup de gens. Or je pense qu'il y a vraiment des gros problèmes aujourd'hui et c'est important d'attirer l'attention des personnes. Et malheureusement, j'ai envie de dire, les gens qui, à chaque fois qu'on entend intelligence artificielle, se sentent le besoin de répliquer que l'intelligence artificielle n'est pas intelligente ou qu'elle n'est pas ce qu'on croit qu'elle est. Malheureusement, ce réflexe a tendance à amener le débat vers une autre direction qui est pas ce vers quoi j'ai envie d'aller. Donc il y a clairement une tension.
Et puis il y a un peu de hooliganisme aussi autour du mot intelligence artificielle qui s'explique également historiquement, y compris chez les chercheurs. Ouais, donc l'idée que j'essaie de faire, c'est vraiment d'utiliser le mot intelligence artificielle pour attirer l'attention quand je sens que j'ai pas encore l'attention des gens. Et quand j'ai une fois que j'ai leur attention, voire qu'ils sont un peu énervés, c'est d'éviter le mot intelligence artificielle et parler de système de recommandation et de traitement des données. Alors, qu'est-ce que tu dirais aux gens qui pensent que ça n'a aucun sens de parler d'IA de niveau humain, ou qui insistent beaucoup sur la distinction entre IA et machine learning? Donc il y a un peu une tension entre tension, j'allais dire géopolitique, mais on voit au sein de la communauté des chercheurs en IA autour entre la distinction entre IA et machine learning, qui j'ai un petit peu appris, on va dire à mes dépens. Il y a beaucoup de gens pour qui c'est très important de faire la distinction entre intelligence artificielle et machine learning. Et moi, j'ai tendance à pas donner beaucoup d'importance à ce genre de distinction parce que le machine learning n'est pas le truc ultra simpliste où il suffit de faire des corrélations. Et il y a plein de choses en machine learning. Et en plus, Turing a parlé de machine learning dès le début. Et voilà, je pense qu'on peut parler de tout ça de façon assez globale. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment le traitement de données et le traitement de données automatisé. Lorsqu'il s'adapte aux données, ça me paraît beaucoup plus pertinent. Et c'est un petit peu l'idée du machine learning, notamment de Turing. Donc j'ai l'impression que c'est pas un débat important, c'est un débat que j'aimerais éviter en fait. J'aimerais qu'on parle pas de cette distinction parce que non pas parce qu'elle existe pas, mais parce que ça me paraît pas être un sujet important. Maintenant, si les gens veulent dire que l'intelligence artificielle c'est plus que du machine learning, ça me dérangerait absolument pas. Au contraire, je pense qu'il y a des techniques qu'on appelle IA symbolique qui sont ultra importantes et il va falloir les appliquer également. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on parle vraiment d'aspects techniques en tant que tel et qu'on réfléchisse à quelles sont les techniques, notamment quels seront les algorithmes les prédominants dans le futur. Je pense que c'est une question assez importante d'essayer d'imaginer à quoi ressembleront nos technologies de l'information dans 10 ans, parce que je pense qu'on a facile 5 ou 10 ans de retard, notamment en termes de la manière de penser les algorithmes d'aujourd'hui et encore plus en termes législatifs, en termes juridiques. Et du coup, je pense que c'est important de se projeter vers l'avenir. Je pense qu'il est vraiment très incertain et c'est de ça dont j'aimerais qu'on parle davantage. Et les algorithmes qu'on va utiliser dans 5-10 ans vont sans doute être assez contre-intuitifs, vont faire des choses qui vont sans doute beaucoup nous surprendre, de la même façon que AlphaGo est capable de mouvements qui nous surprennent, ou que l'algorithme de recommandation de YouTube fait parfois des suggestions qui sont assez stupéfiantes, bonnes ou mauvaises d'ailleurs. Et c'est vraiment de ça dont j'aimerais parler. Et en fait, dans la communauté des gens qui réfléchissent beaucoup à ça, notamment liés à l'altruisme efficace ou au Future of Humanity Institute, au Future of Life Institute, tous ces organismes qui essaient de se projeter vers l'avenir, il y a une expression qui est devenue courante, qui est la notion de IA de niveau humain, ou Human Level Machine Intelligence. Et cette appellation permet vraiment d'identifier un ensemble d'algorithmes qui sont capables de résoudre des problèmes, notamment beaucoup de problèmes, un très grand nombre de problèmes à grande valeur économique, mieux que les humains. Et je pense que ça va arriver dans beaucoup de domaines. On va avoir des algorithmes qui vont être capables de faire la tâche qu'on est censé faire mieux que nous, avec plus de fiabilité et à moindre coût économique. Et ce qui m'intéresse, c'est de réfléchir à si jamais ça arrive, même si ça a une probabilité de 1%, qu'est-ce qu'on peut faire? Comment s'y préparer dès aujourd'hui à ce futur très incertain et potentiellement avec ces algorithmes. Et du coup, l'appellation IA de niveau humain permet de parler de ces algorithmes. Mais si vous voulez renommer ça en algorithme très performant, ça me va aussi. Après, si on dit très performant, on a l'impression qu'ils sont juste, ils font juste ce qu'ils font aujourd'hui en mieux. Alors que là, ce serait vraiment l'idée d'algorithmes qui sont capables de résoudre des tâches qui aujourd'hui ne sont pas résolubles par ces algorithmes. Mais bon, forcément, c'est normal
d'anticiper ce genre d'algorithme vu le progrès des algorithmes. Et en passant, là, t'as cité le Future of Humanity Institute, mais l'expression IA de niveau humain est également utilisée par des gens beaucoup plus mainstream comme Yann Lequin. Oui, en effet, Yann Lequin, qui est très sceptique par rapport au risque de l'intelligence artificielle, reconnaît malgré tout que l'intelligence artificielle de niveau humain, ça a complètement un sens d'en parler. Mais j'ai pas envie d'énerver ceux qui pensent que ça a aucun sens. C'est pas la question qui m'intéresse. La question qui m'intéresse, c'est si on a des algorithmes ultra performants qui sont plus efficaces pour faire des travaux, des tâches mieux que nous et à moindre coût économique, comment est-ce que on peut faire en sorte que ça se passe bien? C'est vraiment la question que je trouve fascinante. Après, il y a une question technique aussi que je trouve fascinante, c'est comment fonctionneront ces algorithmes. Alors, j'ai l'impression qu'il y a pas mal de gens qui se sentent un peu vexés par l'emploi du mot intelligence dans intelligence artificielle. En gros, l'intelligence, c'est un truc précieux et important pour les humains. Et en associant ce mot à des machines, en quelque sorte, c'est comme si on dévalorisait ce mot, voire même qu'on insultait indirectement les humains. Et qu'est-ce que tu aurais envie de dire aux gens qui ressentent les choses comme ça? Je peux raconter une anecdote personnelle que je crois que j'ai jamais encore racontée, mais pourtant c'était un des moments qui m'a vraiment marqué. C'est en 2015, à l'été 2015, donc j'étais à ce moment-là postdoc et je travaillais sur une longue preuve mathématique. Et puis j'ai trouvé une faute dans la première page de ma preuve, première ligne de ma preuve, et du coup j'étais c'était un été difficile, donc ça j'en ai déjà parlé quelque part au moins. Par contre, un autre truc qui est parce que du coup je me suis beaucoup posé la question à ce moment-là, est-ce que j'ai vraiment fait quelque chose de mal? Est-ce que c'est une faute que j'aurais dû ne pas avoir faite? Et du coup, je me suis mis beaucoup à réfléchir à comment est-ce que je réfléchis en mathématiques, d'où vient la créativité mathématique, et finalement, est-ce que je peux pas améliorer mon propre algorithme de découverte de théorèmes mathématiques? Donc j'ai pas mal réfléchi à ça, et puis et du coup ça m'a amené beaucoup à réfléchir à comment je réfléchis, et je me suis rendu compte que finalement j'utilise toujours à peu près les mêmes processus de réflexion pour essayer de trouver des théorèmes et pour essayer de conjecturer des théorèmes intéressants, ensuite décomposer la preuve en étapes importantes, et puis ensuite essayer de remplir les trous et de finir avec une preuve complète. Et finalement, toute ma manière de penser les mathématiques était ultra algorithmique. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais en fait, les algorithmes vont finir par le faire, parce que j'ai aucun génie en fait dans ma façon de réfléchir. Alors, je suis pas un très grand mathématicien, mais à l'époque, j'étais postdoc au MIT, et du coup, en tout cas, j'étais pas le dernier des abrutis a priori, et j'avais pas non plus l'impression que les plus grands, parce que je côtoyais pour le coup, c'est vraiment des génies en mathématiques en étant au MIT. Et j'avais pas l'impression que les gens autour de moi avaient un génie fou, quoi. Ils avaient juste ils faisaient juste une capacité à digérer beaucoup d'idées différentes et à structurer leur réflexion, à imaginer des conjectures et à décomposer les étapes de leur réflexion en lemmes et en étapes de raisonnement, qui étaient plus efficaces que moi. Mais il me semblait que finalement ils faisaient plus ou moins ça. Et du coup, à ce moment-là, je me suis dit, en fait, mon travail finira par être automatisé. Et je me suis pas, j'étais pas très bien à cette époque-là. C'était l'été 2015, j'étais un peu en mode déprime, et donc c'est pas une idée qui m'a rendu plus joyeux que ça. Mais au fur et à mesure du temps, je me suis dit, en fait, c'est pas gênant, parce que finalement, les parties les plus fascinantes des mathématiques, alors j'adore explorer les mathématiques, essayer de prouver des nouveaux théorèmes, et être le premier à avoir écrit un théorème, ça reste quelque chose, un petit plaisir personnel. Mais même ce plaisir personnel n'est pas aussi incroyable que le jour où j'ai découvert, par exemple, le théorème de complétude de Solomonoff, où j'ai juste lu quelque chose que quelqu'un d'autre a écrit. Ça, c'était génial. C'était vraiment, c'est un des moments incroyables de mon parcours intellectuel. Et ça, c'est juste en lisant le travail d'un autre. Alors que cet autre soit Solomonoff ou cet autre soit une machine, est-ce que ça change vraiment quelque chose, quoi? Est-ce que finalement l'exploration des idées est pas beaucoup plus importante que la personne qui nous aide à avoir cette exploration des idées? Je pense pas. Je pense qu'il y a vraiment une expérience fantastique à avoir ce parcours intellectuel. Et si les machines permettent de faciliter ou d'améliorer cette expérience de découverte intellectuelle, j'ai envie de dire, je suis impatient de découvrir ça.
Et c'est quelque chose qu'on observe également dans des jeux où la machine a déjà surpassé l'humain, comme les échecs ou le jeu de Go, où les humains continuent à jouer, et il y a même pas mal d'échanges avec les machines qui leur permettent de réfléchir à comment mieux réfléchir à leur jeu. Et certes, il y a plus de supériorité humaine, mais ça veut pas dire qu'il n'y a pas encore un intérêt fantastique à réfléchir à ces problèmes, au contraire. Et enfin, qu'est-ce que tu dirais aux gens qui pensent que le bon sens suffit à évacuer toutes les craintes autour de l'IA, et que l'IA serait en quelque sorte la négation du bon sens? Opposer intelligence artificielle et bon sens, c'est pas idiot, parce que le cerveau humain en fait a appris beaucoup et a une capacité de comprendre des choses que les intelligences artificielles d'aujourd'hui n'ont pas. Du coup, c'est ce qu'on appelle le sens commun souvent. C'est ce truc qu'on a tous appris avec nos expériences du quotidien. Et du coup, clairement, c'est un truc sur lequel les humains sont encore supérieurs aux machines. Mais s'appuyer beaucoup sur le bon sens, c'est extrêmement problématique dans le monde d'aujourd'hui, et surtout quand on pense à des problèmes très complexes du monde d'aujourd'hui. Et si on pense au réchauffement climatique, aux problèmes des ressources naturelles, au futur de l'intelligence artificielle, tous ces problèmes de l'altruisme efficace et tout ça, c'est une des premières choses qu'on enseigne souvent dans les séminaires d'altruisme efficace. C'est vraiment attention à l'intuition, attention au bon sens, parce que dans nos mondes complexes modernes, c'est souvent quelque chose qui va nous amener du mauvais côté, vers les mauvaises conclusions. Donc, je renvoie notamment souvent à cette conférence TED de Hans Rosling qui pose des questions au public de TED sur l'extrême pauvreté dans le monde. Et voilà, même le public de TED a tendance à pas être très bon. Enfin, quand je dis pas très bon, c'est pire que s'il répondait au hasard. C'est-à-dire, c'est pas juste qu'on est ignorant, c'est qu'on est pire qu'ignorant, c'est qu'on penche du mauvais côté très souvent. Et on penche du mauvais côté à cause du bon sens de ces intuitions que l'on a. Et je pense que c'est très important d'essayer de se rendre compte que cette intuition, elle est extrêmement limitée, elle est extrêmement biaisée, et elle est extrêmement peu fiable. Et du coup, une grosse partie de mon livre, La forme du savoir, ou de la série que je suis en train de faire sur la formule de Bayes, ou de la série que je suis en train de faire sur Débattons mieux, c'est vraiment essayer de diminuer l'importance que l'on attache à l'intuition et au bon sens, surtout sur des problèmes qui sont pas des problèmes du quotidien, vraiment quotidien. Dès qu'on pense à des problèmes un peu plus globaux, le bon sens c'est quelque chose sur lequel je pense qu'il est important de ne pas s'appuyer, en tout cas de très peu s'appuyer sur le bon sens, et de plutôt déférer nos jugements, que ce soit aux scientifiques experts de ces questions, ou parfois à des algorithmes qui sont beaucoup plus efficaces que nous pour réfléchir à tel ou tel problème. Et là je renvoie vers notamment le livre de Daniel Kahneman qui parle beaucoup de tout ça, et qui donne des exemples d'algorithmes très simples, très simples. Encore une fois, si je prends les exemples de Hans Rosling, il suffit de répondre au hasard pour faire mieux qu'un humain. Et donc dans beaucoup de cas, en fait, il suffit d'un tout petit algorithme très simple pour faire mieux que le bon sens humain. Bon, on arrive à la fin. Est-ce que tu voudrais ajouter des trucs? Je pense qu'on peut rajouter qu'autour de cette notion de l'IA n'existe pas, ou de faire de l'IA bashing, mais c'est de dire que l'IA n'est qu'un truc, n'est que blablabla. Je pense qu'il y a un côté un peu biais de respectabilité, c'est-à-dire qu'on a tendance à vouloir paraître au contrôle de tout ce qui se passe, et qu'il n'y a rien qui nous surprend, et que de toute façon tout ça a été prévisible, et que nous on comprend ce qui se passe, on n'a jamais été dépassé. Et je pense que c'est un biais qui explique pourquoi il y a souvent une espèce de condescendance associée, alors pas toujours, je veux pas faire de généralité, mais quand même assez souvent dans les discours que j'entends, lorsqu'on dit que l'IA n'existe pas, on a tendance à se positionner en tant que moi je comprends ce qui se passe et je peux vous dire que ça n'existe pas. Alors que je pense que dans le domaine de ces algorithmes d'apprentissage notamment, il se passe vraiment plein de choses, et c'est très difficile de tout maîtriser. Et au contraire, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont très difficiles à contrôler. Et j'en reviens à cet exemple de l'algorithme de YouTube qui n'arrive pas à censurer la pédophilie. C'est bien que c'est un problème qui est très très difficile, et j'aurais tendance plus à encourager la modestie épistémique par rapport à tout ça, et
encore une fois encourager la curiosité, s'intéresser à ces questions non triviales et qui me semblent fascinantes. Et en passant, quand on pose la question aux chercheurs en IA de façon anonyme, eh bien ils ont plutôt tendance à dire qu'une IA de niveau humain pourrait arriver dans pas si longtemps. Mais par contre, les spécialistes en IA qui interviennent sur les plateaux télé français ont plutôt tendance à dire que ce sont des fantasmes qu'il ne faut pas prendre au sérieux. Ouais, donc il y a ce sondage du Future of Humanity Institute qui a demandé à différents chercheurs de faire des prédictions sur l'IA de niveau humain, et j'ai été assez surpris de revoir, j'ai revu un peu les chiffres récemment, et j'étais assez surpris de voir que en fait la France est pas du tout à l'écart, et beaucoup de chercheurs, donc il y avait 18 chercheurs français interviewés, et en tout cas la combinaison des 18 chercheurs faisait que finalement ils donnaient une probabilité à une IA de niveau humain tout à fait comme les autres, et qui est assez importante, qui est largement plus qui est de l'ordre de 50% pour une IA de niveau humain avant 2060, quelque chose comme ça, c'est à peu près les chiffres. En tout cas, ça sortait pas du tout du lot, et ça contraste énormément avec la différence dans les médias classiques, où en France, dans les médias classiques, il y a vraiment beaucoup plus à la télé, à la radio, dans les journaux, il y a beaucoup plus un message l'IA n'existe pas, ou dans des publications des livres, de façon très disproportionnée par rapport à l'impression que j'ai, notamment du côté anglophone, où il y a très peu de livres dans ce genre. Alors qu'en France, j'ai l'impression que la grande majorité des livres que j'ai lus récemment, que j'ai vu passer récemment, disaient que l'IA, avait un message un peu du genre l'IA n'existe pas, ou la singularité n'arrivera pas, quelque chose comme ça. Et donc une façon d'expliquer cela, c'est le biais de respectabilité qui fait que lorsqu'on prend position publiquement, on a tendance à vouloir paraître plus respectable. En tout cas, les gens qui vont prendre parole publiquement, ce sont des gens qui sont peut-être plus sûrs d'eux-mêmes, en excès de confiance possiblement, et avec potentiellement une certaine arrogance. Et par opposition, la plupart des chercheurs en IA en France, en tout cas ceux qui ont répondu au sondage du Future of Humanity Institute, ne semblent pas prendre position publiquement. En tout cas, il y a vraiment une différence entre ce qui est dit de façon anonyme et ce qui est dit publiquement. Ok, donc pour finir, est-ce que tu pourrais récapituler ? Alors pour essayer de résumer un petit peu tout ça, on a parlé de pas mal de choses. Je pense qu'un des points important, c'est vraiment que l'intelligence artificielle, c'est pas grave, la manière dont on l'appelle, c'est pas grave, c'est des critères surtout assez mal définis qu'on lui attribue, comme l'intelligence. Ou il y a beaucoup de gens aussi qui vont parler de la conscience. On n'a pas parlé de conscience, mais voilà, je pense que toutes les considérations, notamment des conséquences sociales des intelligences artificielles, sont vraiment très orthogonales au problème de la conscience des intelligences artificielles. Donc, j'aurais tendance à dire c'est des réflexions qui ont leur intérêt, mais elles sont tellement, à mon sens, moins intéressantes que tellement d'autres questions à se poser autour des algorithmes, du traitement des données, du flux d'informations qui existe aujourd'hui dans nos sociétés, et de ce qu'on peut faire pour que ça se passe mieux, notamment, et également juste des questions assez techniques mais mathématiques autour de quels sont les bons algorithmes, quelles sont les propriétés des algorithmes démontrables notamment qu'on peut étudier, et ça c'est tellement des questions que je trouve beaucoup plus fascinantes, et j'aurais tendance à encourager les gens à parler davantage de ça plutôt que lancer une polémique autour d'un sujet qui a une réponse très très imprécise et très dépendante des définitions que l'on considère. Et voilà, essayer de réfléchir davantage à des aspects très fascinants du côté technique des algorithmes, mais également aux conséquences sociales qu'elles vont avoir, parce que ça va avoir des conséquences sociales, et pour bien préparer ça, faut, je pense, pas mal s'attarder aux intelligences artificielles, aux algorithmes du futur, parce que les algorithmes du futur, ceux qui n'existent pas encore aujourd'hui, seront sans doute capables de prouesses que les algorithmes d'aujourd'hui ne sont pas capables de faire. Et il est indispensable d'essayer d'anticiper tout ça, et c'est une tâche extrêmement difficile, car le futur est très très incertain. On n'a jamais eu de telle puissance de calcul sur le monde, et une telle connectivité à travers différentes machines qui se retrouvent toutes au niveau à l'intérieur de nos poches, à savoir les téléphones.
C'est un monde assez fou dans lequel on vit, qui est très différent du passé, et il faut essayer de l'anticiper, de concevoir, enfin d'essayer de faire en sorte que tout se passe bien dans le futur. Et pour ça, j'aurais tendance à encourager plus la modestie épistémique et la curiosité, essayer d'encourager les gens à vraiment s'intéresser à ce qui se passe vraiment derrière tout ça, et ne pas s'arrêter à des phrases un peu choc comme l'intelligence artificielle n'existe pas, qui ont tendance malheureusement, je trouve, à plutôt contenter les gens à ne pas trop réfléchir à ce truc, puisque bon, si ça n'existe pas, pourquoi s'y intéresser? Voilà, un petit peu un message d'encouragement à la réflexion et aux considérations éthiques et morales et sociales autour d'intelligence artificielle. Eh bien, merci Lé. Alors, il y a une partie bonus de ce podcast où on parle des arguments qu'il y a derrière l'idée que l'IA n'est pas intelligente. Le lien est dans la description. Si vous avez aimé cette interview, n'hésitez pas à la liker, à la partager sur les réseaux sociaux et à vous abonner en mettant la cloche. À la prochaine.